Bonjour le gang tricot, moi c'est Florence, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode. En ce moment donc on est un petit peu confinés chez nous, un peu carrément confinés chez nous, et c'est très bien ainsi. Comme je disais la dernière fois sur Instagram, je remercie particulièrement donc tous ceux qui ont le courage d'aller travailler et d'aller s'exposer au Covid-19. Et nous, on a la chance de pouvoir rester à la maison et de s'occuper de nos enfants. Mon mari travaille en home office et moi, du coup, je suis disponible pour accompagner mes enfants pour l'école et pour vous proposer un petit peu de contenu tricot. Je voulais vous remercier pour les derniers épisodes où vous avez pu me laisser plein de commentaires hyper sympathiques. Et puis aussi, vous avez pu m'apporter vos retours d'expérience. Du coup, ça en fait quelque chose de très constructif et c'est comme ça que j'aimerais qu'on continue à échanger pour cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un contenu. Alors, au sommaire, on va avoir un projet terminé, ou presque. On va avoir un projet défait et recommencé pour complètement autre chose. Un petit peu de teinture végétale, ça sera à la toute fin de l'épisode si tout le reste du podcast ne vous intéresse pas mais que vous êtes intéressé par la teinture végétale ou en tout cas que vous souhaitez le revoir à nouveau pour le reproduire chez vous. Je vous laisse aller vraiment à la toute fin de l'épisode. J'aurai également un petit projet couture pour lequel j'ai pas pu aller au bout parce que il me manque un petit matériel pour le finir. Mais on attendra la fin du confinement pour pouvoir le terminer. Mais je vais vous montrer quand même tout le processus que j'ai fait jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui me manque? Ah oui, puis un petit peu de projets en cours, même si c'est pas trop l'objet du podcast. J'irai quand même assez vite dessus. Puis je vous en reparlerai vraiment quand les projets seront terminés. Est-ce que j'ai oublié des petites choses? Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez retrouver évidemment en barre d'informations les liens qui vous permettront d'accéder directement et de façon plus précise au contenu ou quand quand je donne des références, voilà, vous pouvez y aller directement. Alors c'est parti pour ce troisième épisode. On va commencer avec ce que je porte. Je porte aujourd'hui un gilet. Bah oui, un gilet, ça se voit pas. Je tricote un gilet, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est parti d'un projet un petit peu fou. Déjà par la laine. C'est une laine, donc celle-ci, la laine contrastante. J'ai utilisé la Spine Cycle, c'était mon petit cadeau d'anniversaire cette année. Mon mari a pu aller chez Loop à Londres et a pu m'en ramener. Et je vous donnerai quelques références si vous voulez trouver des alternatives à cette laine qui est franchement onéreuse. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai plus en écheveau complet, mais c'est la marque Spine Cycle. Et ce sont des écheveaux de 50 grammes. Et je crois que je m'étais fait à peu près la réflexion que c'était 50 grammes, 50 euros. À peu près, parce que je ne sais plus en livres combien ça faisait exactement. Et donc, clairement, c'est la laine la plus chère que j'ai jamais eue. Alors, elle m'intéressait parce que elle est faite de façon bien particulière et moi, ça en teinture, je pense pas pouvoir le faire, bien que j'ai une fibre qui me permettrait peut-être de m'en rapprocher. Mais voilà, je vais y revenir après. J'ai utilisé, là par contre, le petit beige rosé, c'est une teinte que j'ai faite en Surisport. Donc toujours pareil, c'est une base Chister Wool. C'est donc une laine sport et qui a comme composition 50% Suri alpaca, 50% mérino pour 300 mètres. Et donc c'est un petit beige, un petit beige rosé. Alors vous voyez qu'il m'en reste un écheveau complet sur lequel j'ai même pas prélevé un seul gramme. Andrea Mori, souvent, il faut que je me méfie un petit peu. Elle a tendance, j'ai l'impression, à élever un petit peu les quantités et du coup j'en teins trop. Alors bon, c'est clair, là je suis contente parce que c'est une teinte neutre et je sais que je pourrais la repositionner dans n'importe quel autre projet, mais des fois quand c'est des teintes un peu plus marquées, le but c'est pas d'avoir du stash comme ça de couleurs ou des cheveux uniques qui dorment, et c'est de limiter un petit peu les restants. Le pull se tricote, alors où est-ce qu'il est? Il est là. Le Stone Crop Cardigan d'Andrea Mori, l'échantillon recommandé est de 27 mailles pour 36 rangs, ce qui correspond bien à une fingering.
et tricotée en aiguille 3,75. Elle recommande d'avoir une aisance moins 5 cm, donc c'est-à-dire négative à plus 5 cm positive, et sur elle, sur sa photo de présentation, elle a une aisance positive de 2,5. Moi, je l'ai tricotée en deuxième taille et avec l'aiguille, avec une aiguille 3 mm seulement au lieu des 3,75 comme elle le recommande. J'avais donc une laine sport et je voulais pas avoir et je voulais un gilet qui soit somme toute assez qui ait de la tenue. Je voulais pas quelque chose de mou. Je voulais que ça s'accroche, que le jacquard puisse être vraiment, que la définition du point soit vraiment impeccable. C'est pour ça que j'ai choisi peut-être une définition, peut-être un tricotage un peu plus serré pour avoir ce résultat-là. Et puis tout simplement, je tombais sur le bon échantillon avec des aiguilles 3 mm et avec une qualité sport. Par rapport à la Spine Cycle, qui est donc mon coloré contrastant, là on est bien sur une fingering. Et voilà, et finalement, quoi, sport, fingering, les deux marchent bien. On a une belle définition du point. Je vous mettrai en photo des zooms sur des détails de ce gilet. Voilà, je l'ai tricoté donc avec ces deux fils. Et je vais y revenir justement sur la Spine Cycle. Donc voilà, en cake, ce que ça donne. Donc donc là on est sur une gamme colorée qui part du marron au noir. Ensuite on peut voir le dégradé qui part ensuite du noir au gris, du gris au gris très clair et qui revient en son centre en marron. On est d'accord, hein, ma pelote elle était plus grosse, celle-ci c'est une pelote que j'ai utilisée, donc voilà, c'est une variation comme ça de 4 ou 5 teintes qui se succèdent. Et pourquoi je vous disais que ça c'est un petit peu compliqué à l'obtenir en teinture. Donc moi évidemment je reçois mes échevaux, la laine est filée. Et moi j'interviens donc vraiment en phase finale avec la teinture. Là ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est une laine qui a été d'abord teinte, la fibre a été teinte puis filée à la main. Et donc étant donné que c'est filé à la main, c'est la fileuse qui peut intégrer telle ou telle couleur à tel moment et en telle ou telle proportion. Donc il y a des moments dans ma laine où je vais avoir sur les 4 brins, où je vais avoir par exemple 3 brins marrons et 1 brin noir. Puis quand mon fil va avancer, je vais avoir 2 brins marrons, 2 brins noirs, puis 1 brin marron, 3 brins noirs, etc. Ce qui me donne vraiment un dégradé, à mon sens, parfait. Et surtout qu'il y a du caractère, où on voit vraiment le fil passer d'une couleur à l'autre et en proportions différentes. Et ça c'est vraiment intéressant. Moi la fibre que j'ai, c'est une fibre avec des fibres de différentes couleurs, donc noir, crème et je crois qu'il y en a une qui est un petit peu plus soutenue, enfin bref. Mais du coup, pour avoir ce résultat-là, je ne pourrais pas avoir ce résultat-là, c'est impossible. Mais je peux un peu tricher en faisant peut-être une teinture progressive des couleurs. Il faudra que je fasse l'essai une fois en voyant quel genre de projet pourrait coller avec cette laine. Il existe d'autres alternatives à la Spine Cycle. J'ai pas fait non plus une étude de marché, hein, je sais pas le prix, mais je sais qu'il y en a qui sont quand même plus abordables. Pour en citer quelques-unes, il y a la Chopel Wool, il y a la Knit Pix Chroma Twist Fingering, la Yarn Hero Fiber Hat en color mix, la Tieck Garn and Wool et la Queensland Collection Rainbow Beach. Vraiment faciliter la tâche avec des noms pas possible et avec mon accent pourri. Voilà. Donc ça je les mettrai pas en note, mais si ça vous intéresse, mettez-moi un petit message sur Instagram et je vous prendrai la photo de mes notes. Et comme ça, vous aurez la bonne orthographe pour retrouver facilement. Ou sinon, allez aussi dans la fiche Ravelry du Stone Crop Cardigan, puisqu'Andrea Mori a utilisé la Spine Cycle. Il vous suffit en haut de cliquer sur idée de fil et vous allez voir ce que les autres utilisatrices, les autres tricoteuses ont utilisé en remplacement de la Spine Cycle. Et vous verrez, quoi, c'est très facile, hein, donc il y en a qui ont utilisé des laines colorées plus classiques, mais là, celles que je vous ai données en alternative, ce sont
que des laines qui ont cette méthode de colorisation de la fibre avant le filage. Ouais, c'est ça, voilà. Ce pull, mais j'ai adoré le tricoter, c'est clairement mon projet préféré de tous les temps. Alors, à porter, oui, il me plaît beaucoup, comme d'autres aussi, mais vraiment au tricotage, là, je me suis éclatée, c'est-à-dire que devoir passer une couleur, puis l'autre, de façon, mais tellement parfaite, ça, c'est un vrai régal. Et puis même cette répétition, donc on a un motif sur, je sais plus, je dirais 60 rangs, 50 ou 60 rangs, je sais plus bien. Cette répétition, en fait, elle est vraiment, retenir le diagramme est très facile. Et vous pouvez du coup aisément anticiper et le faire avec le patron assez loin de vous. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a besoin de faire courir les fils. Alors oui et non, moi j'aime bien les faire courir. Pareil, je vous mettrai une petite photo de l'envers de mon ouvrage. Même quand j'ai... Donc le plus grand espacement entre les deux couleurs, c'était 5 mailles. Et moi, j'avais quand même envie de faire courir mon fil, donc à 3 mailles. Et sinon, sur tout le reste, non, ça se fait sans croiser les fils. Donc finalement, il n'y avait qu'un rang. Il n'y avait qu'un rang dans ce petit motif de vaguelette où il y avait besoin de faire courir les fils. Ensuite, sur celui-ci, finalement, il y avait... voilà, ça se fait assez bien. C'est une répétition assez courte. Là, on revient sur la vaguelette. Et alors, là, quoi, je l'avais déjà là pour commencer, hein, c'est-à-dire que vous faites un montage tubulaire, vous faites vos côtes, et là, direct, on attaque avec, avec l'enfer, avec les bubbles. Andrea Mori m'a réconciliée avec les bubbles, elle a présenté une technique au crochet qui, je trouve, font des jolies bubbles bien rondes, et j'ai pas eu besoin de tirer dessus parce que sinon, moi je sais que j'avais fait un autre ouvrage où au moment du blocage, je tirais sur les petites bubbles pour bien les ressortir, etc. Là, j'ai même pas eu besoin, c'est-à-dire elles sont vraiment bien en volume. Et, et la technique, donc c'est une technique au crochet. Et je pense, alors soit, je sais pas encore, soit je vous le mets le lien de la vidéo d'Andrea Mori, sa petite vidéo YouTube en barre d'infos, ou si je ne l'ai pas fait, pour je ne sais quelle raison, pareil, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et je vous renverrai vers le lien. Voilà, donc cette technique, voilà, j'ai adoré la faire. Et alors clairement, là, ces premiers rangs de bubble ou même celui-ci, je crois que pour faire un seul rang, ça me prenait une bonne heure, voire 1 heure et demie. Donc juste pour la bubble, hein, on est d'accord que avant et après, il y a de la torsade. Donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui est quand même assez long parce qu'on est coupé dans notre élan de tricot. Et du coup, on n'a pas forcément une fluidité, il faut prendre le crochet, hop, repasser les mailles, etc. Donc après, je vous avoue, quand on arrive sur le jacquard, on est super content, là ça va tout bien. Et, mais bon, finalement, même avec ces petites étapes un petit peu fastidieuses, ça a été vraiment un vrai plaisir de tricoter ce gilet. Et voilà. Donc j'en suis super contente. Et voilà, le fit est tout bien. Les bras sont méga ajustés, mais ceci dit, comme sur sa photo de présentation, moi je l'aime bien. C'est vraiment un petit gilet court qui est près du corps, qui est mignon. Et voilà, il me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai oublié des petites choses? Ah oui, bah non, bah oui, si, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc je vous ai présenté mon joli gilet. Comme vous aurez pu le remarquer, les yeux les personnes les plus avisées auront vu qu'ici, j'ai ma bande de stick qui attend. Et surtout, on est d'accord, hein, le centre de mon corps est ici et ma bande est décalée de 4 cm. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi, si j'imagine, hein, il n'y a pas 36 solutions, c'est-à-dire au moment où j'ai fait ma séparation, où j'ai mis mes manches en attente, bah, j'ai du mal compter et je me suis tout simplement décalée. Donc jusqu'ici, ça fait un cercle, donc toute la partie yoke, on est en augmentation, voilà.
Là, tout allait bien jusqu'ici et c'est au moment où j'ai dû faire ma séparation de manches et où j'ai mal positionné mes manches. Donc du coup, j'ai désaxé le gilet. Alors, vous voyez, là j'ai encore les petits fils parce que j'ai quand même préparé le stick. Donc là, j'ai préparé le stick parce que de toute façon, alors je montre ça à mon mari, il me dit, alors il était dégoûté parce qu'en plus, bah, c'est son cadeau, c'est le cadeau qu'il m'a fait pour mon anniversaire. Donc de voir le projet un peu raté, bon voilà, il me dit, bah, tu coupes au milieu quand même. Je dis, bah non, 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 il y a des mailles là ici, tout est prêt, c'est pas possible, je suis obligée de venir couper là. Deuxième solution, il me dit bah tu le portes comme ça. Je dis non, là c'est pas possible non plus quoi. Moi je ne vois que ça me dérange de voir cette discontinuité dans le motif, donc je ne peux pas, je ne vais pas le laisser en pull et il va bien avoir sa forme d'origine, c'est-à-dire un gilet. Donc je vais le couper. J'ai donc fait les deux méthodes, parce que moi je fais les deux méthodes. Voilà, mieux vaut plus que pas assez. Je la fais au crochet, donc sur les deux côtés, de part et d'autre de ma maille centrale. Je sécurise au crochet et j'ai sécurisé à la machine en faisant un aller-retour, pareil, sur chacune de ces deux lignes qui entourent la maille centrale. Donc ça c'est fait, donc là voilà, j'ai mes petits fils là encore qui sont là et qui traînent et je vais bientôt couper. La question c'est après, c'est du coup pour la bande de boutonnage, bah, soit je fais la bande de boutonnage classique et en se disant que ça va être sur le côté, alors je sais pas, je pense que c'est une fois coupé que je me rendrai compte si vraiment c'est très très visible, si vraiment ça me dérange, ou alors sinon bah, ça veut dire faire une bande de boutonnage bien plus large. Étant donné que le gilet est assez fité, je pense que voilà, ça sera pas embêtant de gagner 1 cm ou 2. Et pour venir visuellement un petit peu tricher, et après la question c'est si je fais une bande de boutonnage plus large, une seule rangée de boutons, est-ce que ça va pas faire bizarre? Alors il faudra peut-être que je fasse 2 boutons. Voilà, bon, vous verrez ça prochainement quand je vais avancer. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc voilà. Mais je vous recommande vraiment ce patron, c'est un joli patron, les finitions sont vraiment très chouettes. On a pareil un rabat tubulaire, du coup c'est vraiment super joli. La fin des petites manches, moi j'aime bien à chaque fois avoir presque une sensation de manches retournées, de double épaisseur, c'est vraiment super joli. Pareil sur l'encolure, le bas de mon gilet aussi est en rabattage tubulaire, quoi, il est tout joli. Voilà pour celui-ci. Et ben on va passer à la prochaine rubrique, la rubrique du fil au projet. Alors, du fil au projet, aujourd'hui ça va être donc, j'ai choisi de le faire un petit peu en lien avec les vidéos Instagram, les stories Instagram que je vous ai fait la semaine dernière sur la teinture végétale. Je vous ai proposé un petit tuto ultra simple, c'est-à-dire peut-être pas dans les règles de l'art, peut-être pas avec un mordansage, peut-être pas avec toutes ces étapes-là, mais il a vraiment pour but de s'adresser à des tricoteuses qui auraient envie d'essayer pour elles-mêmes une première teinture et une teinture végétale, parce qu'en ce moment, avec le confinement, bah, il n'y a que les avocats qui sont... les avocats ou autres, hein, des oignons, n'importe quoi, mais les avocats, on peut en trouver assez facilement. Donc voilà. Et donc du coup, j'avais un projet qui était à la maison depuis cet été. J'avais tricoté le Falaisia Cardigan de Atelier Émilie. C'est un petit gilet qui me plaît beaucoup, pareil, un peu crop. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ce modèle-là, c'était la large bande de côte au niveau de la taille. Je trouve que ça avantage vraiment la silhouette. Et voilà, donc je le trouvais très joli. Je l'ai tricoté et je l'ai tricoté dans un fil très sec qui est un fil complètement végétal, puisqu'il est composé de lin et de bambou. Il est composé de 70% bambou et 30% lin. C'est également un fil Chister Wool. Et ce fil-là, pour tout vous dire, quand je l'ai commandé, bah, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire c'est la première fois que j'avais un fil
qui tenait tout seul. C'est-à-dire, clairement, moi, mes pelotes, hein, quand, mes pelotes de laine, quand je les mets mes écheveaux, quand je les bobine, bah, l'élasticité de la laine fait que ensuite, pouf, la laine, elle se remet au centre. Là, ça tient tout seul, hein. Donc là, clairement, bah, j'ai aucune élasticité là-dedans. Ça fait un fil qui est un peu sec et de façon peut-être un peu péjorative, je l'appelle ce fil la ficelle du boucher. La ficelle à rôti. Voilà, bon. Ouais, ça vend pas du rêve, hein. Donc, bon. Ce fil-là, ok. Bon, déjà, clairement, je l'ai pas teint tout de suite, hein. Je savais même pas ce que j'allais en faire. Et puis bon, bah, avec l'été, forcément, ça allait être un petit projet d'été, vu sa composition en lin et bambou. Voilà. Donc je fais ce gilet, ça se passe tout bien. C'est un petit gilet avec un raglan, avec un motif de dentelle sur les raglans. Il y a la bande d'encolure qui est faite, une partie de la bande d'encolure qui est faite avant, il me semble, je me rappelle même plus parce que je l'ai fait cet été. Ah, je me souviens plus. Si, je crois que c'est ça. On fait la bande. Une partie de la bande, une autre partie de la bande. Et après, et après on doit relever, oui, pour pouvoir faire les demi devant et le dos. Bon, enfin bref. Donc ce petit gilet, tout va bien. Et puis finalement, au porté, il me plaît pas du tout. Mais je pense que c'est à cause de cette fibre. C'est une fibre qui n'a aucune élasticité. Et du coup, quand je le porte, en plus, il est quand même plutôt... il a une belle encolure V qui est... même ici, au niveau des épaules, qui du coup m'a... Quoi, il tombait très très régulièrement, c'était pénible, quoi, ça m'agaçait d'avoir ça. Surtout que c'est un petit gilet, c'était forcément pour mettre le soir, et il était presque pas suffisamment chaud, il tombait, quoi, voilà. Donc cet été, je l'ai emmené avec moi en vacances, j'ai vu que je l'ai finalement assez peu porté. Il est resté dans le tiroir, et voilà, un projet qui dort, quoi, un ouvrage qui n'est pas porté, et bah je détricote. Alors, avant de détricoter, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Donc, je me suis dit, bah, déjà, première chose à faire, ça va être j'avais vu chez mon fournisseur, toujours pareil, chez Istanbul, ils appellent ça des blanquettes. Donc, ce sont des morceaux tricotés, des tubes, donc soit pour faire des chaussettes, soit des versions un peu plus grandes, mais pareil des tubes, mais un peu plus larges, et qui sont donc déjà tricotés, et on viendrait donc teindre ces blanquettes pour avoir un effet dégradé ou pour faire comme des rayures ou ce genre de choses. Donc je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai déjà le gilet qui est tricoté, bah, je vais teindre le gilet. Alors donc, bah, j'ai préparé ma teinture à l'avocat. Je vous ferai donc le processus à la fin de cet épisode en tuto. Et j'ai trempé mon écheveau, mon gilet, et je l'ai tricoté, je l'ai plongé pas de façon complète. Je voulais avoir comme un semblant de dégradé. Alors le dégradé a été très léger, mais bon, ça s'est produit. Je vous mets là les petites photos du résultat du gilet teint en dégradé. Donc c'est super joli, voilà. Mais en photo il est joli, mais à porter il me convient toujours pas. Donc de toute façon c'était prévu que je détricote, j'ai tout détricoté. Et ça se détricote du coup plutôt bien parce que on n'a pas de poils du tout sur cette laine. Donc il y a peut-être eu 2-3 moments où j'ai dû un petit peu forcer, mais ça s'est super bien détricoté. C'était la bonne nouvelle dans cette étape-là. Et j'ai choisi d'utiliser cette laine pour un projet donc, qui a été fait par la designeuse également avec du lin, ce qui a été une sage décision, puisque du coup, je ne suis pas déçue par le résultat est assez semblable. Et c'est là que j'insiste sur le choix de la fibre par rapport au projet que vous allez tricoter. Je le savais déjà, mais bon, on se fait encore un peu avoir. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, le projet n'a soit pas la bonne densité, soit pas la bonne élasticité, soit pas le bon drapé. Et ça, c'est hyper important. Alors, je l'ai presque terminé. Je vous mettrai ici des petites photos quand il sera vraiment tout fini, qui sera lavé. Mais je vais quand même vous le montrer. Alors, il me reste vraiment pas grand chose, mais je voulais tourner aujourd'hui. Hop, alors on enlève le bazar.
Donc ça, c'était la laine de ma première teinture à l'avocat. Ça m'a donné un beige assez clair parce que j'ai utilisé des noyaux et des pots qui avaient déjà été utilisés pour un premier bain de teinture. Du coup, l'aspect rosé ressort assez peu. Et c'est ce que j'ai voulu en reteintant à l'avocat. Là, j'ai utilisé des noyaux et des pots de première teinture et j'ai pu avoir un rose un peu plus soutenu. Je sais pas si on va le voir à la caméra. La différence, non, on voit rien. Non, on voit rien du tout. Ah si, il est là. En plus, bah oui, si je vous montre pas le bon, ça va pas aller. Voilà. Ah voilà, ouais, si, on voit bien. Ouais, c'est pareil. Donc, ici, une teinture faite avec des avocats déjà utilisés. Et ici, ça a été ma teinte la plus foncée, la teinte qu'on peut retrouver sur le bas du gilet. Et voilà. Donc là, on a vraiment un rose qui est intéressant, un vieux rose. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté avec ça? J'ai tricoté le Anker. Ah, comment il s'appelle celui-ci? Ouais. Anker Summer Shirt. Voilà. Donc c'est le t-shirt de petite knit. Et je l'ai utilisé. Alors, elle le fait en fil d'écart. Celle-ci est un fil fingering, je l'ai donc couplé à un autre fil fingering, un peu dans la même famille de fibres, même si là j'ai un petit peu de laine. C'est quoi que j'ai utilisé? Alors je voulais noter là. Ouais, c'est la Egyptian Faux Ply qui contient 50% alpaca et 25% de lin et 25% de soie. Du coup, c'est hyper intéressant parce que donc j'ai une laine fibreuse assez longue avec l'alpaca. Je retrouve le lin et j'ai de la soie, 25% soie, donc on est d'accord. Pour un petit pull d'été, il remplit toutes les conditions nécessaires, c'est-à-dire respirabilité, légèreté et fluidité. Allez, je vous le montre. Alors, le voici, le voilà. Je vais vous le montrer comme ça. Tac. Voilà. Donc on a un joli yoke avec 3 sections. 3 sections, même 4. 1, 2, 3, 4. Dans ce yoke classique, puisque c'est un yoke, il y a toutes les augmentations nécessaires pour que la forme d'une petite circonférence, d'un tour de cou, puisse aller jusqu'à une circonférence. Là, le dernier segment m'arrive ici, hein, vraiment à la fin des épaules. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a un petit raglan, un joli petit raglan classique, mais fort utile pour aller jusqu'à la séparation des manches. Une fois que ça c'est fait, je laisse mes manches en attente sur des petits câbles et je finis, je tricote tout le corps. Donc voilà. Ensuite, j'ai mes côtes et un rabattage somme toute classique. J'ai repris ensuite les mailles laissées en attente au niveau des manches. J'en ai tricoté, je crois que c'était 6 cm. Et j'ai fait mes diminutions. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai lu le truc à moitié. Normalement, il fallait faire les diminutions en même temps qu'on tricote ces 6 cm. Et ben non, je m'en suis rendu compte qu'après. Et voilà, comme vous avez déjà pu le voir, je détricote pas. Et j'ai continué, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça fera comme une petite manche ballon. Puis finalement, une fois portée, mais c'est super quoi. Je comprends pas. Moi, j'ai toujours un problème avec les bras. Et pareil, ça me colle au bras. Donc, ça me colle au bras, mais c'est joli. Je fais mes petites côtes, rabattage classique. Et voilà. Donc là, il me reste... là, j'ai fait mes 6 cm. Il me reste que les 10 rangs de côtes à faire et à rabattre. Donc après, ça, je le lave et j'incorporerai là les photos une fois que ce petit pull sera terminé. Donc là j'en suis vraiment super contente, ça c'est vraiment un pull que je vais mettre très très souvent parce qu'il est, même s'il est emboîtant, c'est-à-dire au niveau du cou, c'est pas une encolure, vous voyez, très dégagée, mais de par sa composition, je sais que je serai vachement bien avec et on est d'accord, hein, je vais peut-être pas mettre ça quand il fera 40 degrés, mais sur des moments où il fait 25 degrés, mais ça va être juste parfait.
Et puis c'est, voilà, j'allais dire c'est une couleur qui change, mais vous me voyez avec celui-ci où c'est exactement le même, mais j'en ai pas, sinon des petits pulls de cette couleur. Et le dégradé, alors du coup, étant donné que j'ai mélangé ces deux laines, clairement, on voit pas le dégradé, mais j'avais vraiment différentes pelotes, quoi, des pelotes avec comme un gradient de vieux rose. Et là, étant donné que c'est couplé à un blanc, le blanc fait la liaison et voilà. Et on le voit pas. On le voit pas. Alors, on l'aurait vu, ça aurait été bien aussi, mais on le voit pas et ça va bien. C'était vraiment plutôt pour. Je me demandais si j'allais, voilà, en teignant un projet tricoté, ce que ça allait donner. Je me demandais aussi s'il y allait avoir des points blancs, parce que étant donné que les mailles sont enchevêtrées les unes aux autres, je me suis vraiment demandé si la teinture allait passer et n'allait pas me laisser des petites marques blanches à chaque jonction de mailles. Eh bien non. Eh bien non, tout est ressorti parfaitement teinté. Voilà pour celui-ci. L'échantillon recommandé, c'était 20 mailles pour 28 rangs. Je vous l'ai dit, c'était un échantillon de DK. J'ai tricoté en fil double. L'aisance, c'est de 0 à 5 cm. C'est un patron qui est sorti en juin 2017 et vous pouvez le retrouver à 5,63 € sur Ravelry. Par contre, pas de version en français. Ce qui m'a valu la petite farce des diminutions des manches que j'ai zappé parce que voilà, bah, ça me saute pas aux yeux quand c'est écrit en anglais. Voilà, voilà. Ok, c'est bon pour celui-ci. Je voulais revenir aussi sur la réponse à la question du dernier épisode où très très gentiment vous m'avez répondu nombreux et nombreuses. Alors j'ai eu plusieurs réponses et c'était marrant de voir l'interprétation de chacun. La question c'était, quand je tricote deux fils de poids différents, donc d'épaisseurs différentes, et bien finalement il y en a un qui parcourt plus que l'autre. Pourquoi? Et la réponse qui est quand même revenue le plus souvent était de dire que les deux fils n'ont pas la même élasticité et ne sont pas aussi proches de l'aiguille de tricotage, et donc même si cette infime différence, voilà, au fur et à mesure des mètres, eh bien ça compte. Donc l'élasticité de la laine y faisant, et le fait qu'il y ait un brin qui soit forcément plus près de l'aiguille du fait qu'il soit plus petit. Voilà. Donc c'est pour ça que bien souvent le fil le plus fin, vous allez moins en utiliser que le fil le plus gros des deux. Voilà. Et ok, on va passer maintenant à la section un jour peut-être. Alors un jour peut-être, je me tricoterai le Pink Velvet d'Andrea Mori. C'est un jacquard, mais c'est un jacquard qui est intéressant parce qu'il joue sur deux matières différentes. Ça, en ce moment, on commence à le voir beaucoup, notamment avec la base... mince, je me souviens plus, c'est la Suri, pardon. La Suri, avec la Suri, on commence à avoir des patrons avec différentes textures, donc c'est-à-dire des laines sèches et des laines poilues mélangées. On en voyait peut-être aussi un petit peu avant, mais là je trouve que vraiment c'est une tendance qui se dégage. Le Pink Velvet, il est chouette parce que donc on est sur un fil classique et un jacquard en fil poilu. Donc du coup ça fait un jeu de texture qui est hyper intéressant. Et dans la présentation, là où le choix des couleurs est à mon avis très très intéressant aussi, c'est qu'elle a mis en opposition un vieux rose et un rose un peu plus pastel, mais qui a du peps. Et du coup, ça ressort bien. Là encore une fois, on a le côté vaporeux du fil poilu, mais il est tonique en couleur, alors que le fil le plus rond et le plus plein est en teinte un peu sourde. Et du coup, je trouve que vraiment le match est parfait. Donc, son modèle de présentation, il me plaît beaucoup, mais je réfléchis aussi peut-être à d'autres associations de couleurs. Donc il faudra que j'étudie ça si un jour peut-être je fais celui-ci.
Ensuite, j'aimerais vraiment un pull vaporeux, mais un pull vaporeux classique, c'est-à-dire, voilà, vraiment le pull. euh, alors idéalement raglan, parce que finalement je me rends compte que c'est quand même ce qui me va le mieux. Donc plutôt construction raglan, pourquoi pas des manches un peu ballon, et pas près du corps. Un pull où on se sente bien, qu'on met comme ça par-dessus son jean, et pour un look vraiment décontracté, mais décontracté classique. Par contre, ça m'amuserait beaucoup de la voir dans une teinte pareil, un peu péchue, mais péchue claire. Donc pourquoi pas soit des pastels un peu fluo, soit, vous voyez, un peu periwinkle, c'est-à-dire un bleu lavande, ou même jaune, un jaune, mais un jaune clair. Euh, bon, je sais pas, j'y réfléchis encore. Je vous mets ici une petite sélection. Alors il y en a beaucoup de petites knits. Petite knit, voilà, je trouve qu'elle a cette signature dans ses designs, c'est de proposer des designs intemporels, simples, efficaces, qui met vraiment en valeur la fibre. Donc là, du coup, c'est assez intéressant. Voilà. Euh, Ensuite, ah oui, il y avait aussi un modèle de Morissette C. J'aime beaucoup cette designeuse, le Pena. Et le Pena, lui, pareil, il est aussi hyper intéressant. Bon, je verrai. Je vous mets là de toute façon en photo les modèles qui ont retenu toute mon attention. Un peu dans la même thématique, mais ça me plaît aussi, c'est pourquoi pas, c'est le color block. Alors, en fait, je regarde beaucoup de podcasts, je regardais l'autre fois les procrastiniteuses, et c'était dans l'épisode 20, Camille Descoteaux avait fait un bonnet, euh, et c'était un bonnet avec différentes couleurs, il y avait 3 ou 4 couleurs différentes, un gris, un jaune, un bleu, et je crois que c'était un rosé ou un pêche. Et l'association, mais des quatre, mais vraiment j'ai adoré ça. Pareil, encore une fois, on est dans des teintes pastel, et je trouve que mises les unes à côté des autres, ça marche vraiment, vraiment bien. Donc ce pull, pourquoi pas le faire sur ces teintes-là, ou, ou en version un peu plus sage avec le contraste sweater, c'est-à-dire en partant sur une base, une couleur classique, unie, un beige, un gris, et avec une bande comme ça qui marcherait bien. Et du coup, je serais un peu frustrée parce qu'il faudra que je fasse un choix sur les couleurs. Et elles me plaisent toutes, le jaune, le pêche, le bleu lavande, etc. Bon, à voir à la prochaine fois. Et enfin, dernier coup de cœur, c'est le Soldotna Crop de Kathleen Hunter. Et là, pareil, pourtant je l'ai vu, hein, celui-ci sur Ravelry, mais alors il m'a pas tapé dans l'œil. L'association des couleurs me, à mon sens, ne rendait pas le style que j'aime dans les associations de couleurs et dans les jacquards. Et du coup, je l'ai redécouvert en regardant l'épisode de Pompon Laine et Tricot. Je ne sais plus lequel est-ce. Mais bon, enfin bref, toutes les deux, donc elles ont fait leur version pareil, pas pareil. Je vous encourage à aller voir ce podcast, c'est hyper sympa. Parce que du coup, euh, on a voilà une façon, et d'ailleurs c'est rigolo parce que même dans le tricotage, et c'est là qu'on voit d'ailleurs sur ce modèle là en particulier que le choix des couleurs dans un jacquard est hyper important, parce que entre les deux versions il y en a clairement un que j'ai préféré parce qu'il fait ressortir telle ou telle couleur, il se développe mieux, et ça c'est intéressant. Et bon, enfin bref, c'est en regardant un petit peu leur modèle. Alors elles sont restées sur des teintes classiques, mais toujours avec mes teintes pastel. Je me demande si ça marcherait sur ce modèle là, et pour en faire pareil, un petit pull d'été jacquard. Il y a comme un problème dans ma phrase, pull d'été et jacquard. Normalement, ça s'associe pas du tout, mais bon, voilà. Le Soldotna Crop de Kathleen Hunter, à réfléchir et à mûrir. Voilà, on va faire une petite pause et je vais aller chercher les projets que je suis en train de tricoter en ce moment. Je me suis levée donc pour aller chercher mes petits projets. J'en ai profité pour vous rapporter la laine dont je vous parlais, que j'ai. C'est donc une laine Chisterwool, c'est la Zebra, je ne sais plus bien son petit nom, Zebra quelque chose. Et donc vous voyez, comme je vous disais, il y a des brins
complètement écru et il y a des fils. Alors on est d'accord, hein, ça c'est pas du tout un fil filé à la main, c'est filé de façon industrielle. Mais on a une variation dans le filage. Donc à voir avec ça si je peux en faire un truc un peu de cette inspiration-là. On verra. Bon. Alors, en ce moment, je tricote. Alors, avec le confinement, je suis super contente parce que j'avais adoré un pull d'Andrea Mori, encore, le Wool and Honey. Et je sais plus comment ça s'est passé, je crois que c'est avec un hashtag, je crois que c'est avec le CovidCal ou un truc comme ça, donc auquel je suis abonnée. Et là, je vois passer quoi? Une fille qui fait le... donc une fille qui parle français et qui fait le Woolen Honey. Ce design, je l'ai acheté il y a un moment, il y a bien un an et demi. J'ai acheté l'Hélène aussi il y a un an et demi. Et quand j'ai ouvert le patron, que j'ai vu la grille, mais la grille, elle m'a complètement affolée. Je dis, mais j'y comprends rien, ces sigles-là. Il y avait 3 sigles, notamment, sur lesquels, mais je comprenais absolument rien. Je me suis dit, on verra ça plus tard, quoi. C'était pas le moment. Il y a un an ou je sais pas pourquoi, il y a un an et demi, j'avais pas envie de m'y mettre, j'avais pas envie de réfléchir. Et puis surtout, comme toutes les explications sont en anglais, j'ai cherché rapidement, mais sans trop trouver de réponse. J'ai dit, bon, on verra ça plus tard. Et donc là, je vois cette fille qui fait ça, je me dis, ah chouette, je vais essayer de lui poser 2-3 questions. Peut-être que, voilà, il me suffisait de pas grand-chose, c'était ces 3 sigles, de savoir ce qu'il en était pour que je puisse ensuite avancer. Et puis ensuite, sur Ravelry aussi, j'ai fait, parce qu'il y a un cal en ce moment avec les modèles d'Andrea Mori, et pareil, j'en ai vu une qui parlait français. Et donc je lui ai demandé, et c'est cette fille sur Ravelry qui m'a donné toutes les infos nécessaires pour décrypter les 3 petits sigles. Donc après ça y est, hein, après ça roule tout seul. Une fois qu'on sait juste comment passer le fil, passer la maille, c'est limpide. Et puis en plus c'est toujours une répétition qui revient, donc quoi, ça se fait vraiment très facilement dès qu'on a ce petit déclic. Une fois que mon pull sera fini, je vous ferai, donc sûrement dans le prochain podcast j'imagine, je vous ferai l'explication de ces 3 petits sigles là. Et j'ai déjà fait des petites séquences où je me filme en train de tricoter ces 3 petits points. Et pour vous aider, si vous n'avez pas eu aussi d'explications francophones sur ces points-là. J'utilise, pardon, du coup je remballe la pelote, j'utilise de la Dererum Natura, la qualité Ulysse, voilà. Et je n'avais pas envie d'acheter la Brooklyn Tweed Loft, que nous ne trouvons pas en France. Et voilà, donc je préfère utiliser quand c'est possible et quand je trouve des alternatives quasi similaires à la laine tricotée par la designeuse, je préfère utiliser ce genre de produit. C'est du mérino d'Arles et du mérino noir portugais. Et là c'est épatant, c'est la première fois que je tricote cette laine. Alors c'est semblable à aucune autre, en tout cas de celle que j'ai en référence hein, dans mon expérience tricotage, parce que celle-ci elle est follement élastique. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant quand et puis en plus de ça dans le Wool and Honey c'est principalement du point mousse, donc là c'est double double élasticité. On a un point qui est très élastique et une laine élastique, donc ça fait drôle, mais du coup quoi, c'est assez agréable à tricoter. J'ai pas beaucoup avancé et puis là je le mets un petit peu en pause pour parce que j'ai d'autres trucs à tricoter en ce moment. Donc le voilà. Alors je ne peux pas bien vous le montrer, il est sur les câbles, mais j'ai vraiment hâte de le bloquer et de le laver pour que le point vraiment se distende bien et qu'il soit vraiment trop joli, parce que là il est un peu ratatiné. Et surtout ce qui me chagrine, voilà, je vais vous dire la même chose au même moment que vous regardez l'ouvrage,
C'est le col. Le col. Alors pourquoi le col est droit comme ça, comme un i? Euh, J'en sais rien. Pourtant, j'ai fait le montage tubulaire comme indiqué. J'ai fait tout comme indiqué. La taille d'aiguille, tout. Mais regardez, il est posé comme un vase le truc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai vraiment hâte de laver pour que... Et quand je l'essaye sur moi, que je tire un peu dessus, bah là voilà, le col il se met bien et on n'est pas sur un truc bizarre. Mais j'ai vu certaines versions où le col est franchement près du cou. Et je comprends pas. Je me demande... je me demande du coup, est-ce qu'elles ont fait une petite variation dans le col? Parce que moi j'ai suivi les indications et ça me fait un truc comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde la photo d'Andrea Mori qui porte son truc, bah on voit que le col là il remonte un petit peu. Donc je pense que je vais faire un petit blocage agressif pour, pour étendre ça et que voilà, que ça soit mieux. Et ça me plaît, mais de folie. Et même à tel point que je me dis, mais j'ai trop envie de le refaire en, en manche courte. Parce que là, donc c'est un pull en manche trois quarts. Et j'ai trop envie de le faire en manche courte pour l'été. Je trouve que ce motif géométrique, il est fabuleux. Fabuleux. Mais vraiment, hein, je l'adore. Donc voilà, donc je suis trop contente. Le Covid m'aura apporté solution au woolen oni. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, il y a un truc qui n'était pas prévu, qui est venu se greffer, mais c'est une super surprise. Et l'imprévu est cool. Alors les chaussettes, moi et les chaussettes, j'adore. Hein. Quand je regarde passer les chaussettes, je me dis, oh, c'est trop bien, il faut que je m'en fasse. Donc j'aime le projet fini. Par contre, au tricotage, j'ai pas encore trouvé. C'est pas que j'ai pas trouvé la solution, c'est que on y revient toujours même. Le Magic Loop n'est pas fait pour moi. Je n'aime pas glisser les mailles, donc du coup, j'ai les toutes petites aiguilles microscopiques. Et moi, à un moment donné, j'ai les mains qui sont en feu. Donc j'avance tout doucement, mais bon, enfin bref. Donc là, je suis contente parce que je participe au test de Marie-Pierre, MP Tricotte, qui a sorti euh, elle le présente dans son dernier épisode de podcast, des chaussettes trop mignonnes avec un petit volant et avec un petit fil contrastant et la partie de jambe est doublée. Et là, encore une fois, j'adore. Hein, c'est comme un petit peu les montages tubulaires, tout ça, je trouve, ça fait une finition. C'est vraiment trop joli. Et donc c'est bien, ça me met un peu un coup de pied au derrière. Le fait qu'il y ait un test, le fait qu'il y ait une date butoir, obligatoirement, je vais me tenir aux dates. Et puis voilà, donc je vais faire, au moins j'aurai une paire de chaussettes finie, sans que ça prenne des mois et des mois. Et puis le patron est trop bien expliqué, pour l'instant, moi en tout cas ça roule tout seul. Et j'ai utilisé, vous vous souvenez sans doute, c'était dans le dernier épisode, je vous avais présenté cette laine-là. C'est la laine que j'ai mélangée à la Natural Bamboo pour faire le pull Nurtured Nurtured de Andrea Mori. Vous savez, avec le point un peu, pas alvéolé, mais avec les fils glissés. Voilà. Et donc, Andrea Mori, vous voyez, elle est toujours vachement sympa. Je me retrouve avec un écheveau en trop. Donc, étant donné que ça c'était clairement du fil à chaussette, hein, on était sur une composition 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% gold Stellina. Vous avez vu, je me suis fait mes petites étiquettes maison. Parce que ça m'énerve d'avoir les écheveaux comme ça. Je sais jamais, là au moins quand je farfouille dans ce que j'ai, dans ce qui me reste, d'un seul coup d'œil, je connais la composition Pourquoi je suis floue? Eh ben, je suis toute floue. Ça revient pas. Ah, voilà. Et du coup, j'avais lui qui restait, donc lui c'est parfait. Donc ça c'est ma couleur principale. Et j'avais un tout petit reste, tout petit, d'un pull de Rory Locatelli, du Boxy que j'avais fait il y a fort longtemps, il y a au moins 2 ou 3 ans. Et c'est de la Malabrigo Sock. Attendez, on voit ma tête. Hop, la Malabrigo Sock, voilà.
Et c'est un joli bleu avec des touches de jaune, de vert. Et donc ça, c'est ma petite couleur contrastante. Je vous montre. J'ai vraiment pas beaucoup avancé. Mais Marie-Pierre, ne t'inquiète pas, je serai prête à la date. À la date, à la date. Donc le voilà. Donc on commence par un montage provisoire au crochet et voilà. Donc je vous le montre déplié. Pouf. Alors on a de la côte, hein. On a de la côte, mais en même temps, si on veut, je sais que ça, à porter, ça va être un pur bonheur. Il va se tenir sur la jambe, ça va être impeccable, ça va être hyper confortable, et, et puis ça reprend aussi tous les codes de la petite socket tennis, qui est en côte, hein, il n'y a pas à dire, hein, je veux dire, voilà, c'est par rapport au design, c'est raccord. Donc c'est de la côte, donc on en a un petit... un bon morceau. Je n'ai même pas encore fini toutes mes côtes. Je pense que je vais peut-être juste l'écourter d'1 centimètre. Marie-Pierre nous a laissé l'opportunité de raccourcir un tout petit peu si on le souhaite. Moi je vais raccourcir, mais je pense que d'1 centimètre. Je vais juste faire 1 centimètre de moins. Parce qu'il en faut quand même, sinon après ça tombe pas bien. Et voilà. Donc je suis contente, c'est tout joli. Et j'avais hésité à faire des bandes blanches. J'avais du blanc à la maison, du blanc uni. Mais après, je me suis dit... parce que vraiment, le blanc, quoi, c'est une des couleurs qu'on retrouve vraiment dans les petites bandes des chaussettes tennis. Et bon, je ne l'ai pas fait. Je suis partie sur ce bleu que je trouvais sympa. Et peut-être un peu plus fondu avec le rose et avec un peu moins de contraste. Et voilà, c'est vraiment à porter avec mes petites sneakers blanches et un jean, encore une fois. Voilà, je vais avancer sur mes petites chaussettes et au prochain podcast, elles seront donc terminées et je pourrai vous les montrer toutes jolies et finies. Ok, on arrive un peu à la fin de... Ah mince, je voulais encore... zut. Oui, il me reste juste un truc à vous montrer, c'est mon petit projet couture. Alors, j'arrête encore une fois la vidéo et je vous retrouve juste après pour la toute petite partie couture. Ok, alors je voulais vous présenter ma pochette à aiguille circulaire que je suis en train de me confectionner. Alors, il me manque en fait juste mon attache, et tant que j'ai pas mon attache, je peux pas assembler les deux parties et le refermer, parce que sinon forcément ça veut dire que je vais coudre, quoi, je veux que mon attache soit cousue et qu'elle soit du coup, les fils soient masqués dans la doublure, quoi, dans le... Voilà. Donc tant que j'ai pas cette attache, je peux pas le faire. Je l'ai commandé à l'atelier de la création et pouf, les livraisons, quoi, c'est pas les livraisons, c'est le magasin. J'avais demandé la livraison en magasin. Le magasin était fermé. Je vais pas, voilà, avec mon petit truc, tant pis, ça peut attendre. Je vais attendre que le magasin réouvre. Je vais pas faire une demande de livraison juste pour ce petit bout de machin. Donc ça urge pas, c'est pas grave. Et voilà. Donc je vous le présente du coup non assemblé et encore en pièces. Alors, donc, ça se présentera à peu près comme ça. Dans l'idée, ça sera à peu près ça. Donc ça, c'est ma petite pochette. Donc voilà, l'accroche sera ici. Bon, voilà, longtemps que j'ai pas ça. Donc ensuite, j'ouvre, pof, que je prenne bien le tout ensemble. J'ouvre comme ça. Une fois que c'est comme ça, ici, alors. Ah non, bah oui, forcément, c'est de l'autre côté. Hop, j'ai scratché, j'ai fait un petit scratch. Et là, on ne voit peut-être pas bien, mais j'ai tous les rangements pour mettre mes aiguilles circulaires. Encore un petit peu ici pour mes plus grosses aiguilles. Et ici, j'ai fait une petite ouverture, une petite poche, mais non fermée, pour y glisser 1 mètre ou ce que je sais, enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est pour ranger les petites pointes d'aiguilles. Paf. Ensuite,
Ensuite, j'ai fait cette espèce de rabat là, quoi, pardon, d'intercalaire. Et ici, pareil, j'ai donc deux ouvertures, pareil de l'autre côté, et je vais pouvoir ranger mes câbles. Voilà mes câbles. Ensuite, ici, là pareil, j'ai fait un petit système de rabat pour maintenir, parce qu'en fait, je vais ranger ici, tête à l'envers, tête à l'endroit, mes aiguilles courtes, chia au goût, quand je fais mes manches, ce genre de choses. Donc ce sont des aiguilles qui font 30 cm il me semble, et elles sont un tout petit peu coudées. Voilà, donc elles seront rangées ici. Ok. Et ensuite, donc là, hop, attendez, je referme le truc. Parce que, ah oui, j'ai pas encore mis le scratch, faudra que je le mette. Faudra que je mette le petit scratch ici, tac. Donc là, d'accord. Je referme ma petite pochette. Et ensuite, derrière, j'ai fait une jolie petite poche. Une jolie petite poche à souffler dans lequel je peux ranger, je sais pas moi, mon aiguille à torsade, je sais pas, des trucs quoi, des petits trucs. Voilà. Donc c'est la pochette qui n'est pas finie, mais qui a déjà bonne allure. Voilà. Ah oui, et puis si, j'aimerais bien la matelasse, quoi, j'hésite, mais je pense que je vais quand même la matelasser. Voilà, pour que ça soit pas trop raide. Alors elle est quand même d'une bonne épaisseur, et puis là il n'y a pas encore les aiguilles dedans. Mais matelassé, je me dis que d'une, ça protège un peu mieux les aiguilles, et puis ça fait vraiment un truc qu'on a en main, quoi. Parce que l'idée de la trousse, c'est pas d'avoir juste un petit bout de tissu, de rien du tout. Voilà, c'est vraiment d'avoir un truc qui se tienne. Voilà pour la partie couture. J'ai fait d'autres choses, mais bon, c'est des petites choses de pas grand chose, alors voilà. Je vais conclure. Non, je vais pas conclure. Je vais d'abord vous faire la teinture végétale. Comme ça, je vous dirai au revoir après tout ça. Alors c'est parti pour les petites explications de teinture végétale. Ok, alors, quand vous envisagez de teindre de façon végétale, on va le faire. Alors, je vais vous faire deux explications. Une explication en teinture solide et une explication en teinture, j'appelle ça dégradée ou semi-solide, quoi. Pas dégradée de plusieurs couleurs, hein, j'entends bien, mais juste un camailleux de la même teinte. Donc, sur un même écheveau, d'avoir une couleur plus foncée et des couleurs un peu plus claires. Il va falloir déjà préparer... non, alors déjà les recommandations. Recommandations, je vous les remets ici sur ce... J'ai fait un petit document comme ça qui est assez visuel, où je vous recommande de bien aérer votre pièce. C'est la teinture entre le vinaigre, les peaux et les noyaux d'avocat qui vont chauffer, etc. Ça va dégager une odeur qui moi, me dérange absolument pas, parce que c'est ma teinture et ma laine, mais le reste de ma famille, à chaque fois, ils me le font remarquer. Donc aérez bien, déjà pour le confort des autres, mais aussi parce que les particules dégagées, quand vous chauffez des éléments, même s'ils sont naturels, il y a une modification chimique qui se passe sur ces éléments-là. Donc, moi je ne suis pas chimiste et j'ai pas la connaissance, mais par mesure de précaution, on va éviter d'inhaler de ces odeurs qui sont peut-être polluantes pour les voies respiratoires. Donc, on aère au maximum et idéalement, on porte un masque. Alors, le masque en ce moment, vous le connaissez bien. Hein, on va éviter d'aller utiliser le masque du personnel soignant. Donc soit vous attendez la fin du confinement, soit vous fabriquez un petit masque, même si ce n'est pas un dispositif médical, mais on ne le répétera jamais assez, c'est mieux que rien. Et voilà, donc on utilise un masque, on utilise des gants. Alors les gants, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu moins systématique et un peu moins utile que lorsque vous faites de la teinture chimique. Mais encore une fois, par précaution, utilisez des petits gants chirurgicaux.
ou des gants vaisselle Mappa, vous voyez, voilà quoi. Un tablier, ça c'est juste pour éviter de tacher votre jolie petite blouse que vous avez, que vous avez cousue le week-end dernier. Et voilà. Ensuite, utilisez de préférence une casserole. Il vous faudra une casserole d'un volume assez généreux parce que, alors si vous tentez juste un écheveau, évidemment, la taille peut être bien moins grande, mais si vous allez devoir teindre 3 écheveaux pour faire un pull, ou même 4 à 5 écheveaux si c'est une grosseur d'éca et que vous avez besoin de plus de quantité, évidemment un fait-tout assez conséquent pour le poids de la laine, mais également toute l'eau nécessaire à la teinture, parce qu'une laine a besoin d'eau pour pouvoir se mouvoir de façon confortable dans la casserole. Idéalement, ce fait-tout ne sera utilisé qu'à usage de teinture. Encore une fois, les modifications chimiques du noyau, des peaux d'avocat, de la laine qui est vinaigrée ou des produits qui ont été mis sur votre laine sans même le savoir, on est d'accord, hein, la laine, elle a un traitement, c'est-à-dire quand elle est filée, etc. Ce n'est pas que du poil, il y a du poil plus des lustrants ou des produits qui ont été mis sur votre laine. Donc même si on essaye d'en débarrasser au maximum avec le trempage, il peut en rester. Donc, enfin bref, je m'éparpille. Tout ça pour dire que par principe de précaution, on préférera, même si c'est de la teinture végétale, utiliser un fait-tout à usage non alimentaire. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre parce que j'ai pas ma petite anti-sèche, vous la voyez là à côté, mais moi je me rappelle plus. Aérer la pièce, protection. Ah oui, et respectons la laine. Bah oui, respectons la laine. Donc on va éviter, on va la soigner la laine et on va éviter de l'agiter fortement parce que si vous ne le savez pas, la raison est qu'une laine dans une eau à haute température, si la laine est recouverte d'écailles, hein, le brin est recouvert de milliers d'écailles, ces petites alors, quand il y a eu un traitement superwash, la fibre est complètement lissée, mais dans des laines non superwash, j'ai mes petites écailles, c'est ce qui permet justement d'avoir des très jolis jacquards ou d'avoir des pulls en torsade magnifiques parce qu'on a une laine qui agrippe. Je m'éparpille pas trop, je vous prépare une petite surprise sur les prochaines semaines. Cette fibre-là, donc pourquoi je disais ça Ah oui, voilà. Donc, on ne fait pas chauffer, quoi, on va faire chauffer de l'eau à une température quand même assez conséquente. Et la fibre, donc la laine, si jamais on l'agite, d'accord, ou même le petit clapotis de l'ébullition de l'eau peut faire feutrer la laine. Donc, on ne touille pas de façon énergique la laine pour bien mélanger la teinture, etc. Non, on pousse la laine tranquillement juste sur un côté où on la sort, le temps de mettre ses pigments, etc. Et de même manière, on va éviter vraiment une ébullition pendant que la teinture cuit pour éviter à la laine de feutrer. Ok, ça c'est les recommandations. Le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de votre laine, qu'elle soit végétale ou animale. Elle peut contenir un petit peu de fibres synthétiques. Moi, je recommande d'avoir seulement 20-25% maximum de nylon ou de fibres synthétiques. Sinon, vous allez avoir une teinture un peu faible, c'est-à-dire la teinture ne va pas prendre sur les fibres synthétiques. D'ailleurs, suite à ma story Instagram, j'ai une... je sais plus son nom, mince, si tu te reconnais, excuse-moi. Elle m'a mis en photo justement ce qu'elle avait fait et j'étais étonnée. Alors le résultat était superbe, hein. C'était un rose très très pâle, mais rien à voir avec le vieux rose que je peux avoir sur... il est où lui d'ailleurs? Ah, ben ah, il est là. Alors attendez, je l'attrape. Tac. Voilà. Mais rien à voir avec ça. Donc ça, c'est de la fibre animale. Et c'est la teinte que j'ai obtenue avec une teinture avocat. Voilà, sur une fibre animale et avec... donc c'est une laine à chaussettes avec 15% nylon. Voilà. Donc sur celle-ci...
Tiens, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû faire les... Pourquoi j'y ai pas pensé? J'aurais dû faire les chaussettes de Marie-Pierre avec... Oh, pas trop tard, trop tard, trop tard. Ah, zut! Ça aurait été bien avec ça. Avec ça, ça aurait été bien. Bon, voilà. Donc, voilà le résultat. Et elle n'a pas du tout obtenu ça, elle a obtenu un rose Rebal. Donc je lui ai demandé, je dis mais quelle est cette base? Et elle m'a dit donc qu'il y avait, c'était un premier essai teinture, je l'entends complètement, elle n'a pas voulu se lancer peut-être sur une laine un peu plus onéreuse, et elle a pris ce qu'elle avait chez elle. Et c'était, je crois qu'il y avait 70 ou 80% de fibres synthétiques. Et du coup, évidemment, on est mais très très loin de ça, on est sur vraiment un petit rose pâle, très mignon, mais voilà. Donc c'est intéressant de voir que la teinture va rendre différemment selon votre support à teindre, mais également selon la dureté de votre eau, du calcaire naturellement présent dans votre eau. Voilà. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise teinture, je veux dire, c'est juste... là, je vous propose une petite explication simple et vraiment pour débuter en teinture et ensuite, voilà, c'est par les expériences que vous allez pouvoir nourrir votre savoir et vos expériences. Donc, il vous faut de la laine à teindre. Elle peut être donc végétale, elle peut être animale. Il la faudra de toute façon très claire. Hein. Si vous avez ça à la maison, on est d'accord, prenez une base écrue ou une base blanche. Voilà, vous n'allez pas teindre une pelote bleue avec de l'avocat, quoi. Je veux dire, à part d'avoir un effet sur teinture, mais ça sera pas très pertinent. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais en tout cas sur le résultat coloré, ça risque d'être un petit peu, voilà, un peu fade et vous n'aurez pas vraiment un vrai résultat. Il vous faudra du vinaigre blanc, soit du vinaigre alimentaire, c'est-à-dire, je crois que c'est 8% la concentration, soit du vinaigre blanc ménager, qui est à 14%, me semble-t-il. Votre laine, donc, si elle est en... Il faudra qu'elle soit en écheveau. Donc, faites un écheveau de votre laine en mettant des liens. Donc, utilisez vos enfants. Vous en prenez 2 ou 3, vous les saucissonnez comme ça, hein, histoire d'avoir un cercle assez conséquent. Un enfant ne suffira pas, hein, je vous le dis tout de suite. Non, je sais pas, aller chercher celui du voisin, j'en sais rien. Donc, ou vous utilisez les bras de votre mari, peu importe, mais voilà, il faut que vous fassiez donc un écheveau. Voilà, et que vous y mettiez des petits liens. Les petits liens, idéalement, on les passe en zigzag, de façon à ce qu'il y ait le moins de nœuds possible dans la laine. Voilà, vous en faites un, vous pouvez faire 2 liens, 3 liens, 4 liens. 4 liens, c'est bien. De toute façon, plus il y en a, plus ça va bloquer votre laine et plus ce sera facile ensuite à éviter ainsi les nœuds. Une fois que ça c'est fait, que votre écheveau est fait, vous allez les mettre à tremper dans une eau vinaigrée. Donc, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez faire un mélange 1 tiers de vinaigre pour quoi? 1 volume de vinaigre pour 2 volumes d'eau. Et votre laine doit être complètement recouverte, comme sur la petite photo là à côté. Voilà. Quand vous allez mettre votre laine à tremper dans cette solution-là, vous allez chasser toutes les bulles d'air, donc vous aplatissez bien, vous allez voir que toutes les petites bulles d'air remontent à la surface. Il faut savoir que dans une fibre de laine, alors pas dans le lin, pas dans tout ça, mais surtout dans les fibres animales, vous avez en général 80% du poids de la laine, c'est de l'air. Hein, et c'est ce qui en fait d'ailleurs que c'est un très très bon isolant, c'est que la laine renferme beaucoup de laine, beaucoup d'air. Donc cet air-là, il faut qu'on le chasse pour que la teinture puisse pénétrer complètement. Et étant donné que là, notre première étape, c'est de préparer la laine, il faut que toutes les fibres soient vraiment bien imbibées, parce qu'une aussi des caractéristiques de la laine, c'est pas d'être déperlant, mais comment vous dire ça, si, l'eau, elle a quand même tendance un petit peu à glisser sur la laine,
et il faut vraiment la faire pénétrer donc au cœur de la laine pour que ça soit complètement imbibé. Donc on fait cette action mécanique de pousser sur la laine pour que les petites bulles remontent. Une fois que ça c'est fait, vous allez la laisser tremper comme ça une bonne demi-heure. Si c'est des fibres comme le mohair, comme l'alpaga, du lin, des matières végétales, là vous pouvez vraiment laisser tremper beaucoup plus longtemps. 1 heure, même pour le mohair, 24 heures sans problème. Cette solution-là, vraiment, vous pouvez laisser votre fibre dedans, ça ne risque rien du tout pour la fibre, au mieux un peu plus que pas assez. Donc vous laissez bien tremper ça. J'ai une idée qui m'est venue, elle est repartie aussitôt. C'est pas bien, hein, je le fais sans petite note, et du coup, si j'oublie des choses, bah, c'est râpé. Non, voilà. Voilà. Donc vous faites tremper, et voilà. Ok, donc ça c'est la préparation de la laine. Next. Vous devez avoir préparé au préalable une décoction. Donc là, on parle de l'avocat. On va faire comme une soupe ou une petite infusion de peau et de noyau d'avocat. Vous allez couper grossièrement le noyau en 6 parts. Faites attention, le noyau d'avocat étant gras, il va rouler sous vos doigts. Donc attention à ne pas vous couper. Vous le maintenez bien. Les peaux, vous les coupez environ d'1 cm sur 1. Alors, vous le faites soit au couteau, soit vous les arrachez manuellement. Les peaux d'avocat et le noyau, on est d'accord, hein, vous ne laissez pas de résidus d'avocat, alimentaire d'avocat dans cette infusion. Donc au préalable, vous avez bien nettoyé les peaux et les noyaux avant de les couper et de les mettre dans une eau. Ça y est, je viens de me souvenir. Je ne sais pas si je vous le dis maintenant, sinon c'est un peu décousu comme épisode. Je le dis quand même maintenant. Quand votre laine est vinaigrée, d'accord, et acidifiée, et donc prête à recevoir le pigment, vous pourriez très bien en faire plusieurs, bien les essorer, quoi, vous les faites tremper le temps nécessaire, une demi-heure, 1 heure, 24 heures selon la fibre utilisée. Vous les sortez, vous les essorez gentiment et vous les laissez sécher. Ils seront déjà donc prêts pour une fois ultérieure. Si vous n'avez pas le temps de teindre là maintenant tout de suite, si vous n'avez pas les avocats ou j'en sais rien, en tout cas cette étape de préparation de la laine, elle sera déjà faite. Vous n'aurez plus qu'à seulement remouiller les écheveaux pendant pareil 10-15 minutes juste pour qu'ils se regorgent en eau et qu'ils soient prêts à recevoir la teinture. Mais en tout cas, ils auront déjà reçu ce traitement de vinaigre qui permet de débarrasser la laine de tout un tas de résidus. Alors, j'ai voulu vous faire une recette assez simple. Je ne vais pas parler de mordansage parce que le mordansage, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas que avec le vinaigre. Mais en tout cas, vous à la maison, pour faire une teinture végétale à l'avocat, en première expérience tincturale, ça sera déjà très bien. Donc voilà, la laine sera donc préparée. Ok. Je reviens à la partie infusion de peau d'avocat. Vous mettez donc tout ça dans votre faitout avec un volume suffisant d'eau, environ au moins 4 litres d'eau si vous avez une quantité pull à teindre. Et vous allez laisser bouillonner, frémir cette mixture avec donc de l'eau. Vous pouvez pourquoi pas... non, j'allais dire une bêtise. Vous le laissez environ 1 heure, une bonne heure, de façon à ce que les pigments contenus dans les peaux et dans les noyaux se diluent dans l'eau et vous fassent donc un bain coloré. Une fois que ça c'est fait, vous laissez complètement naturellement refroidir cette infusion et vous pouvez la mettre dehors. Enfin bref, qu'elle revienne complètement à température ambiante. Donc on est d'accord, la teinture ça prend du temps. Quand vous voulez que votre fibre soit respectée, d'avoir une belle préparation, vous ne pouvez pas enchaîner comme ça toutes les étapes. Donc cette décoction peut être faite sans problème la veille ou l'avant-veille et ensuite du coup vous pouvez teindre. Donc là l'infusion est faite, la préparation de la laine est faite, vient le moment de la teinture de la laine. Donc vous allez, admettons, on est le lendemain, votre infusion est complètement refroidie, vous allez pouvoir filtrer, donc on est d'accord, hein, on débarrasse tout ce qui est noyau et peau, on ne va pas tremper la laine là-dedans.
Donc vous le filtrez, vous pouvez utiliser un papier absorbant ou utiliser un filtre à café. Et donc vous laissez dans le faitout seulement la solution colorée. Vous allez prendre vos échevaux donc, qui sont gorgés d'eau et donc de vinaigre. Vous les essorez bien et vous allez pouvoir venir les tremper dans ce bain. Et c'est là qu'interviennent les deux techniques complètement différentes, soit une teinture solide, si vous voulez une teinture solide, c'est-à-dire comme celle-ci, complètement unie et sans nuance, vous allez donc tremper les échevaux sans même avoir mis en... Quoi, si, j'ai des bêtises. Vous allez monter votre bain de cuisson, aller à 30-40 degrés, d'accord, pas plus. Et vous allez venir tremper directement et mettre tous les chevaux dans la bassine, dans la casserole. Et là, vous allez vérifier la température de ce bain de cuisson et vous allez le monter jusqu'à 70-75 degrés, même pourquoi pas 80 degrés si vous ne touillez surtout pas la laine et si vous n'avez pas de petite ébullition. Et vous allez laisser cuire la laine comme ça 30 à 45 minutes. Et là, vous aurez donc un résultat complètement solide. Si en revanche, vous voulez un effet nuancé, alors ça, c'est pas fait avec de l'avocat, on est d'accord, hein. Mais vous voyez, j'ai des zones plus claires, d'autres plus sombres. Et ça, je peux l'accentuer encore plus, c'est-à-dire je peux avoir même encore plus de différence entre les zones claires et les zones foncées. La technique, c'est quoi? C'est de faire chauffer votre infusion, de la mettre déjà 50 degrés, et ensuite vous allez, pas beaucoup plus, parce qu'après je voudrais pas que votre laine feutre. Et vous allez venir, mais très très progressivement, tremper vos échevaux. Donc vous allez tremper d'abord le bas, et plus vous allez aller doucement, plus les pigments vont pénétrer dans ce qui est déjà immergé, et du coup il y en aura moins pour le reste, et donc vous y allez vraiment très très doucement. Là je le fais de façon même un peu rapide, et vous allez laisser affleurer, c'est-à-dire qu'ici, l'eau va venir, mais ça se trouve, il y aura peut-être même encore un petit peu de laine au-dessus de l'eau qui va venir comme un peu se poser. Et ça va vous donner du coup un résultat très très dégradé, c'est-à-dire que le fond, donc toute la partie basse de l'écheveau sera fortement teinte et toute la partie haute le sera beaucoup moins. Après, c'est à l'œil, c'est-à-dire la teinture, c'est vraiment, vous regardez comment ça a pris, vous pouvez même faire tremper un petit peu, ressortir, voir la première teinture, y retourner, etc. Le faire un petit peu en palier, et vous allez avoir des résultats différents. Ça peut être aussi, en tout cas c'est le bon moyen pour de faire une teinture semi-solide, d'apprécier un gradient, voilà, la vitesse où vous allez le faire, vous allez avoir tel ou tel résultat, et c'est comme ça que votre expérience va se faire, et du coup pour une prochaine expérience teinture, vous allez vous dire bah oui tiens je me rappelle, j'ai fait comme ça, donc voilà. Donc voilà, je vous encourage à faire des tests, que vous pouvez faire aussi, ce qui peut être très sympa, si vous voulez vous amuser à faire un gradient, sur un écheveau admettons de 100 grammes, ça va être de le diviser, pourquoi pas, en 5 mini écheveaux. Et donc vous allez avoir 5 écheveaux de 20 grammes, et vous pouvez très bien vous dire, voilà, le premier, je le plonge dès le départ. Le deuxième, vous allez le plonger 5 minutes après, 5 minutes c'est peut-être beaucoup quand même, 1 minute 30 ou 2 minutes après, etc. etc. Et vous allez voir que vos 5 écheveaux vont être vont vous faire comme un gradient. La teinture ensuite, les écheveaux seront cuits, c'est-à-dire que pour que le pigment reste dans la laine, il y a eu le vinaigre, donc c'est pour ça qu'on a trempé notre laine dans le vinaigre, mais il y a aussi la cuisson, donc ça c'est très important, de maintenir une eau de cuisson ensuite à au moins 70-75 degrés pendant au moins 30 minutes. 30 à 45 minutes selon comment absorbe votre laine. Et ça, vous devez le maintenir ainsi, c'est pendant ce temps-là que la laine va cuire. C'est un petit peu trash dit comme ça, mais la laine, voilà, va absorber tout le pigment. Une fois que ça c'est fait,
Donc vous restez hein, à côté de la casserole pendant toute cette opération-là. On ne va pas faire les devoirs avec les enfants ou quand vraiment vous surveillez parce que si ça se met à bouillonner, si votre laine se met que dans un côté, donc pareil à un moment donné il faudra avec une spatule un petit peu aérer la laine, la bouger un petit peu pour que les pigments aussi s'homogénéisent dans ce bain de cuisson. Une fois que donc, tout ça est terminé, vous allez pouvoir laisser vos échevaux dans cette fin d'infusion. Vous allez voir d'ailleurs que l'eau va devenir très très claire. Et ça c'est très bien, c'est très bon signe, c'est-à-dire que les pigments sont bien entrés dans la laine et ne sont quasiment plus dans le bain. Et vous allez donc laisser cette marmite complètement refroidir avec la laine dedans. Et vous allez l'oublier jusqu'à ce que ça redevienne à température complètement ambiante. Voilà, que ça soit vraiment tiède voire froid. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez donc sortir vos échevaux en toute sécurité et les rincer. Alors, vous pouvez réutiliser le bain eau plus vinaigre pour faire un premier rinçage. Et sinon, vous rincez donc plusieurs fois vos échevaux. Alors, pas besoin d'y aller comme une effrénée sur ces échevaux-là, mais vous faites 1 à 2 rinçages, vous pressez bien la laine. Et pareil, on ne tord pas, hein, on ne tord pas les échevaux, vous la pressez plutôt que de vous tordez les échevaux. Vous laissez sécher et vous appréciez le résultat. Et voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ce petit tuto, bon, il reprend ce que j'avais fait en story, mais là, comme ça, vous l'avez de façon permanente. Et puis, j'espère qu'il vous aidera à faire vos premières expériences en peinture. Et en tout cas, si vous êtes tenté de le faire, n'hésitez pas à poster ensuite sur Instagram vos réalisations d'échevaux teints. J'avais fait un hashtag, c'était teinture à l'avocat DSTB, du style d'Antabomine, oui c'est ça, DSTB. Je vous le remets là en incrustation. Et voilà, ça me ferait bien plaisir de voir ce que vous avez fait avec. On va se quitter après ce grand épisode aujourd'hui. On se retrouvera dans un mois. Alors confiné ou pas, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est bien chanceuses, les tricoteuses. C'est qu'on n'a pas besoin de sortir pour nous amuser. Alors, savourons notre chance et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas, oui, si. Alors, c'était ça en plus que je vais vous dire. La dernière petite surprise, je suis en train de travailler sur un quesaco en ce moment pour apporter, voilà, faire un petit rappel ou une découverte pour ceux qui commencent le tricot sur différents thèmes. Donc ça sera pas sous la forme d'un podcast, vous me verrez pas et ça sera très bien, comme ça je pourrai être coiffée et non coiffée et non maquillée, et vous entendrez ma voix, je vous expliquerai plein de petites choses et voilà, ça vous permettra d'avoir un format un petit peu différent. Moins dans le partage de projets, d'expériences teinture, etc. Mais plus dans voilà, des petites fiches rappels sur tout ce qui peut concerner l'univers tricot. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça paraîtra. J'ai déjà bien avancé dessus. Peut-être courant la semaine prochaine, mais je ne sais pas. On va pas se mettre d'objectifs clairs et définitifs. Je bosse là-dessus. N'ayez crainte et on se retrouve bientôt. Alors, je vous souhaite bonne journée. Au revoir.